Vous écoutez Un long chemin, Ibrahim, le coup des convictions. Première partie. Je suis Ibrahim, je suis guinéen de nationalité, né le 1er janvier 82. Je suis marié et père de 3 enfants qui sont au pays. J'ai des frères et sœurs, certains sont au pays, il y en a qui sont ici. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, mais mes parents sont rentrés au pays quand j'avais 8 mois. Mes parents ont quitté la Guinée parce que c'était au temps du régime, l'ancien régime Sékou Touré, un régime qui est connu pour sa, disons, maltraitance des gens, une dictature qui était en place, qui persécutait les gens. Donc, ils sont allés vers la Côte d'Ivoire pour chercher refuge et y travailler. Vous savez, en ce temps chez nous, tout étranger qui venait, quand tu viens, tu es surveillé. À plus forte raison, un natif du pays qui est sorti, aller ailleurs, rentrer, on va se dire que voilà, il est complice de l'impérialisme, il est un espion, il y a tous, disons, les mauvais attributs qui lui sont donnés. On disait que même les murs avaient des oreilles au pays en ce temps. La femme est méfiante à l'égard de son mari et vice-versa. Les gens pouvaient se dénoncer entre eux dans la famille même, donc c'était très compliqué à vivre. Après la fin du régime de Sékou Touré, ils ont décidé de rentrer. Il y avait aussi l'oncle à mon papa qui était gravement malade. Il n'avait pas de soutien, c'était juste mon père qui l'avait. Donc ils ont décidé de rentrer à Labé. C'est dans le Fouta, la région de la Moyenne-Guinée. Bon, j'ai eu une enfance comme à peu près tous les autres enfants. J'aimais bien étudier quand même, parce que j'avais un esprit très ouvert pour les études. Aussi, j'aimais rester à côté de ma maman. Je l'assistais, je l'aidais dans tous les travaux à peu près de la maison. Parce que, bon, ma grande sœur, elle est mariée, elle est à Conakry. J'en avais qu'une jeune sœur qui ne pouvait pratiquement pas grand-chose. C'est moi qui étais l'assistant de la maman. Mon grand frère, lui, bon, pas tant que ça. Mais j'étais très proche d'elle. Et je l'assistais dans les travaux ménagers. Bon, c'est dans ça où j'ai appris beaucoup de choses, la cuisine, ça. Je le fais constamment, régulièrement. Et quand elle a commencé à aller au marché, vendre, parce qu'elle était vendeuse, donc les voisins qui allaient au marché, elle leur donnait les condiments qu'ils ramenaient maintenant après l'école. Moi, je mets la tenue de côté, je rentre dans la cuisine, je prépare à son retour, tout est prêt. Dans les chahuts, on m'appelait Satou Mariam parce que bon, j'acceptais tout. C'était pas commun. C'était pas, non, pas du tout, c'était pas commun. Les garçons, c'était l'école coranique, le foot, bien aller puiser de l'eau. Mais un garçon à la cuisine, c'était très rare. Je l'aimais beaucoup, non, je l'aime beaucoup. J'aimais l'assister parce que je ne voulais pas qu'elle fasse assez d'efforts sur certaines choses. Voilà, donc quand elle va au marché par exemple, 12h, 13h, elle revient, elle commence à préparer. En ce temps, on repartait à l'école. On allait de 8h à 12h et de 14h à 17h. On avait les cours à l'école primaire. Donc, elle revenait à 12h, commençait à préparer. Elle ne pouvait pas terminer avant qu'on soit prêt à repartir à l'école. Pour moi, ce n'était pas acceptable que de revenir, m'asseoir, attendre qu'elle revienne, alors que je pouvais faire certaines choses. C'est ce qui m'a poussé à faire ça. Donc, je reviens, la tenue, je mets de côté, je rentre dans la cuisine, je prépare. Je trouve que tout est prêt. Aussi les week-ends, laver la maison, les habits, donc ça, elle ne s'en souciait pas. Je le faisais. Chez nous, vous savez, les papas sont parfois très durs, très rigoureux au niveau de l'éducation. Il y a des règles strictes à respecter. Par exemple,
Après l'école, c'est à la maison. Faire la lecture coranique, apprendre à écrire. Après ça, tu as quelques minutes d'aller jouer et tout faire pour ne pas que le crépuscule te trouve dehors. Avant le crépuscule, tu dois être à la maison. Sinon, ça va chauffer. Donc, ce sont des règles à ne pas transgresser et aussi le respect des autres. Et quand les vieux parlent, tu dois te taire. Par exemple, juste une petite anecdote. En mangeant, par exemple, tu dois manger ensemble, tu dois tenir le bol avec la main aussi. Tu manges avec la main, pas avec les cuillères. Et tu ne dois pas regarder ceux qui sont autour du bol. Tu fixes le plat là où tu manges. Et si, par exemple, il y a de la viande au milieu, c'est à lui de partager. Tu ne dois pas prendre sans son autorisation. Tout ça, ce sont des, bon, on dira petites choses, mais quand même, ce sont des valeurs inculquées depuis l'enfance. Donc, on a grandi comme ça, en famille, tout allait bien. Juste, il y avait une rigueur au niveau de l'éducation. Voilà, c'est les études, le respect, la convivialité. En ce temps, il y avait la radio là, Africa numéro 1 qui émettait. Donc j'aimais écouter, c'était un passe-temps. J'aimais écouter pour avoir une culture générale, connaître la diversité, ce qui se passe aussi dans les autres pays. J'aimais aussi la lecture, parce qu'il y avait une bibliothèque aussi à la baie, une grande bibliothèque, mais qui était peu fréquentée. Quand tu y allais, eh bien, on te voyait avec le livre, on disait, tu te prends pour savant. Donc voilà, j'aimais beaucoup me cultiver. Parfois, avant de rentrer, je passais à la bibliothèque, prendre des livres, aller avec. Quand je finis la cuisine, la lecture coranique, voilà, je prends un petit temps, même si c'est 2, 3 pages jolies. Je me repose un peu, vers 17 heures comme ça, on va au terrain pour jouer. Et revenir, et puis maintenant prendre les cahiers, étudier, réviser là jusqu'à un peu vers 21 h, 22 heures, se coucher pour repartir le matin. Et les week-ends, comme on n'avait pas cours, on avait plus de temps. On faisait là les visites dans les villages environnants parce que j'aime bien le voyage, le paysage qui défile devant moi. Donc ça, j'adore. J'aime bien voyager parce que ça me permet de découvrir de nouvelles choses, être en contact avec de nouvelles personnes, nouveaux visages. On dit souvent chez nous, si tu n'as pas eu la chance d'avoir de longues études, bien de faire de hautes études, il faut voyager. Quand tu voyages, ça te permet d'être cultivé, de connaître de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre. Aller à la découverte des choses, c'est important. Sinon, bon, chaque vacances, je prenais au moins une semaine pour aller visiter quelque part. Et aussi, comme le papa était chauffeur, pendant les temps libres aussi, j'ai les vacances, par exemple, ou bien les congés d'une semaine, 2 semaines comme ça, j'allais avec lui parce qu'il parcourait parfois de longues distances. Donc, ça m'a permis d'aller avec lui dans certaines régions. En Guinée, actuellement, il y a peu de préfectures que je n'ai pas encore visitées. J'étais un bon élève, je veux dire, c'est ce qu'on me disait, parce que j'ai toujours été entre les 5 premiers. Ça, du primaire au lycée. C'est qu'à l'université, bon, comme j'avais fait le concours à 3 reprises, je ne l'ai pas eu. C'est à la 4e reprise, on dit la dernière chance, j'ai eu mon concours d'accès à l'université. Mais après, bon, comme ça faisait 4 ans, je n'étudiais pas. Bon, je m'étais lancé dans les affaires, donc il y avait le goût de l'argent qui était dans la tête. À l'université, quand même, j'ai eu une moyenne pas bas, pas haut, le milieu. Les 3 ans de pause que j'ai eu avant de recommencer l'université, je m'étais lancé dans les affaires, les services, je viens, je fais la prestation, tu me payes, je m'en vais. Je ne suis pas engagé parce que depuis l'enfant, j'ai voulu être autonome et indépendant.
J'avais fait l'informatique, donc en ce temps, il n'y avait pas assez de monde qui connaissait le domaine informatique au pays. Donc l'installation des logiciels, le paramétrage, installer les antivirus et aussi avec un frère, j'avais appris la gestion commerciale pour la comptabilité, la saisie de caisses décentralisées, la gestion immobilière et puis la gestion des stocks et la paye. Donc j'avais appris tout ça. On faisait les installations, les paramétrages pour des particuliers, pour des sociétés. Donc c'était ça. Vous savez, avec l'éducation dont je vous ai parlé, j'ai appris ça de mon papa. Il a toujours voulu être autonome. Parce qu'il est chauffeur, mais il se démerdait toujours à avoir son véhicule. C'est vrai qu'il a travaillé pour quelques personnes, mais il me disait toujours, cherche toujours à être autonome. Moi, par exemple, ton papa, je suis là, pas pour tout le temps. Je suis là juste pour un temps. Et sache que je ne peux pas te satisfaire dans tout ce que tu veux. Il y a de ces choses, il va falloir toi-même te lever, aller les conquérir. Chercher à les avoir par toi-même. Donc, c'est resté comme ça. Parce que j'ai vu, lui, il allait quand il voulait, il rentrait quand il voulait. Donc, il gagnait sa vie tranquillement, paisiblement, pas assez, mais quand même. Il avait sa liberté, son autonomie. Il ne dépendait pas de quelqu'un avec les propriétaires de véhicules qui l'intimaient, par exemple. Aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vas ici, j'ai une marchandise qui doit aller dans l'immédiat ou bien à l'urgence dans tel domaine, dans tel village, dans telle ville. Donc il était autonome, il allait quand il voulait, il avait son véhicule. C'est ce qui m'a, je veux dire, appris à être libre et indépendant. En 2002, comme j'ai fait le concours, je ne l'ai pas eu, je suis venu chez ma soeur à Conakry. Quand j'ai eu le concours, j'étais déjà à Conakry, donc ce fut facile chez ma soeur. Après, j'ai pris un petit logement. Je faisais les cours le matin et le soir, je programmais mes prestations. Parfois aussi, s'il y a disons, beaucoup d'argent en jeu, donc je séchais les cours pour aller récupérer, faire la prestation là et après, si le temps me permet, revenir. Vous avez fini par obtenir un diplôme? Oui, en 2007, maîtrise en gestion des entreprises. Après ça, j'étais gestionnaire commercial et comptable dans une autre entreprise. J'ai fait de la comptabilité, j'étais assistant comptable à une société de gardiennage. Mais bon, tout ça, ça n'a pas duré parce que j'aimais pas, disons, la routine. J'étais pas à l'aise avec la routine, rester sur place à faire la même chose. J'ai tout lâché, je me contentais des prestations. Et après ça, j'ai eu à ouvrir mes commerces de matériaux de construction. Et parallèlement, il y avait une usine de production d'eau minérale. Ça a coïncidé avec l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. Et le commerce, c'était sur la route qu'on appelle l'axe. Bon, les uns disent l'axe de la liberté quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, on dit l'axe du mal. Elle quitte de Kagbeleng à Hamdallaye. Donc moi j'étais à Symphonia, mes deux commerces, mes deux magasins étaient à Symphonia là. Donc maintenant avec les manifestations des enseignants, quand il y a manifestation sur ce axe-là, tu es obligé de fermer. Parce qu'il y aura de la violence. Même les forces de l'ordre trouvent que tu as ouvert. Ce sont elles-mêmes qui vont venir s'attaquer à toi, profitent des événements parfois pour piller, attaquer certains, faire tout n'importe quoi. Au lieu qu'ils ne soient des forces de l'ordre, ça devient des forces de désordre. Donc sur l'axe, imagine que toi tu as des charges. Tu as un magasin, tu payes la location. Et si toutefois dans le mois, il y a plus de 2 semaines que tu n'ouvres pas, ou bien tu ouvres juste la matinée, l'après-midi, c'est mort. Tu as des charges, tu as des loyers à payer, tu as un personnel, des employés aussi à payer.
depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, les manifestations sont récurrentes. Et le pays allait très mal. Il y avait une administration qui était politisée. À chaque manifestation, il y avait des gens qui sont tués. Et aucune justice n'est faite. Aucune justice. Beaucoup de personnes ont été tuées volontairement et ils savent ceux qui les ont tués. Mais aucune poursuite, ni enquête. Et surtout aussi, elles ont plus d'ampleur quand il a tenté son 3e mandat. Là, c'était le comble. Il est venu, il a été, élu une première fois, il a tenté une 2e fois. Là, lui, par exemple, un opposant historique qui se disait démocrate, il veut tenter un coup pour faire un 3e mandat, alors que c'est ce qu'il reprochait au précédent d'avoir fait un 3e mandat. Il a toujours été un opposant de Sékou Touré à Lansana Conté, Dadis et autres. Il a toujours été un opposant. Donc, ce qu'il dénonçait, c'est ce que lui, il envisageait de faire. Il a fait ses 2 mandats qui devraient finir. Et là, pour s'octroyer un 3e mandat, l'alternative, c'est de modifier la Constitution. Et quand il modifie la Constitution, ça lui permet d'avoir un autre mandat, sous prétexte que c'est comme ça que ça peut aller. Donc, il y en a qui sont derrière lui, qui visaient leur propre intérêt, parce qu'ils sont, ils se disent l'élite, ils sont en haut, ils nagent dans le beurre, alors qu'en bas, les gens se demandent comment subvenir à leurs besoins, comment manger, avoir leur manger quotidien. Et voilà, les manifestations ont pris de l'ampleur. Chaque semaine, il y avait une manifestation, ou bien dans la semaine, il pouvait y avoir 2 manifestations, 2 marches. Et ça se terminait le plus souvent très mal. On tuait les gens, on frappait, on saccageait, on kidnappait des gens. Bon, une brutalité très féroce. En octobre 2019, quand il a prononcé le terme de 3e mandat, il y a eu le mouvement du FNDC qui s'est créé. C'est dans ça, moi, je me suis lancé. J'étais membre de ce FNDC-là, Front National pour la défense de la Constitution. On s'est lancé dans ça. Ça ne pouvait pas continuer avec le FNDC. On a décidé que ça devrait cesser. Le FNDC, c'était, disons, de la société civile. Donc là, avec les publications que je faisais, et les revendications, les photos, en tout cas, ce que je postais, c'était hostile au régime. J'ai des captures d'écran qui faisaient preuve, en tout cas, de mon hostilité au 3e mandat, parce que ça pouvait rabaisser le pays, le retourner des années en arrière. Pour tout ce pourquoi on s'est battu, on met tout à l'eau. Un éternel recommencement pour un pays quand même comme la Guinée, c'est déplorable. On a tout ce qu'il faut pour réussir et émerger, mais on a des dirigeants qui sont, je veux dire, je m'excuse du terme, inconscients et des incompétents. Le Guinéen ne devrait pas aller quémander quelque chose ailleurs, parce qu'on a tout chez nous. Il y en a la pluie abondante. On a des terres qui sont fertiles, on a des ressources minières extraordinaires, on a tout chez nous. Mais quiconque vient, il s'octroie une bonne part, sa famille et son entourage. Comment se fait-il qu'un ministre qui a à peu près, disons, 7 millions de francs guinéens peut s'octroyer une voiture de 230 millions? Et ils sont dans les 4x4. Les voitures tout-terrain. Même les routes sont défoncées et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a le confort à l'intérieur, surtout les Land Cruiser, là, tu es à l'intérieur, tu viens, et quelle que soit la profondeur du trou, tu ne vas même pas sentir les secousses à l'intérieur. Mais imaginez un pays comme la Guinée, et quitter par exemple Conakry, aller à Kindia, une distance qui ne dépasse pas les 100 km, il te faut à peu près la moitié de la journée pour y aller. À plus forte raison quitter Conakry pour aller à la baie, c'est toute la journée. Et imaginons ici par exemple, tu peux quitter ici, aller passer la nuit à Bruxelles.
quelque chose d'inimaginable chez nous. Et si vous prenez par exemple Conakry, l'abbé, c'est pas si loin que ça. Mais il te faut toute la journée pour y aller avec toutes les difficultés. Et des barrages qui ne finissent pas. Tu trouves police, gendarmes, brigade mobile, douane. Tu payes les taxes, les vignettes là-bas. Il y en a les vignettes. Tu payes le carburant. Dans le carburant, on dit qu'il y a une taxe pour l'entretien, le fonds d'entretien routier. Tu vois l'état des routes, tu te dis, mais pourquoi dois-je payer toutes ces choses-là? C'est frustrant. Comme si tu travaillais pour les gouvernants. Parce que eux, ils s'en fichent. Ils vivent dans une abondance, je veux dire, insolente. On dit que le budget de la présidence par jour, c'est plus d'1 milliard de francs guinéens, à peu près, disons, 100 000 euros ou plus. Juste une journée en une journée, comment est-ce qu'ils peuvent dépenser plus d'1 milliard de francs guinéens alors qu'il y a quelqu'un qui se demande comment il peut avoir juste son petit déjeuner. Et maintenant, ils viennent avec aussi lors des élections ou bien de trucs, les campagnes et autres, ils prennent l'argent, ton propre argent, ils te donnent pour que tu votes encore pour eux. Parce que c'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé même tout récemment. On prend l'argent, on dilapide dans les campagnes et après quelque temps, on fait face. Ils ne feront qu'imprimer. Mais imprimer l'argent aussi, ça demande des fonds. C'est pourquoi ils bradent toutes les ressources du pays pour pouvoir imprimer de l'argent. Sinon, on parle par exemple, du projet Simandou. L'un des plus importants gisements de fer avec de la qualité supérieure. La mine de fer de Simandou, c'est l'une des plus importantes. On vient, on brade ça. L'État à 15%. 15% de la part de l'État. On vient, on s'assoit, on accepte des choses comme ça. Alors que, je veux dire, il y a des Guinéens qui sont vraiment des experts dans le domaine minier. Et ceux qui connaissent, ceux qui les mettent en garde, on les écarte. Tous ceux qui veulent que le pays avance, on les met derrière. Le malheur est que quelqu'un qui vient avec de l'argent, bête, plus bête qu'il soit, il est plus écouté que toi qui as fait des études, qui est, disons, quelqu'un qui s'y connaît. Tous ceux qui s'y connaissent dans un domaine, on les écarte, on met les mabous, parce que ce sont ceux-là qu'on peut manipuler. Et toi qui connais, on te met de côté, on n'a pas de considération. Pour être vu, il faut avoir les 4x4, travailler avec le gouvernement, ils te donnent de l'argent, tu fais ce qu'ils veulent. Parce que imaginez quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine, il ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Mais si tu as un poste, tu sais que tu ne mérites pas le poste. Tu ne peux pas dire non à celui qui t'a mis à ce poste-là. Quelques personnes viennent mettre en otage tout un peuple. Moi, je trouve ça insupportable et insoutenable. Oui, pour moi, c'est inadmissible qu'à notre époque, que les gens se fassent tuer sans qu'il n'y ait aucune enquête. Les coupables, disons, réitèrent leur ignoble action, ils continuent de tuer. Et après, maintenant, on dit, bon, c'est Dieu qui a fait, il faut pardonner, il faut ceci, il faut cela. Mais lui aussi qui a tué, il a de la famille. Comment est-ce que lui, il peut laisser ses enfants aller ôter la vie de l'enfant d'autrui? Pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, je me suis engagé, connaissant bien les risques. C'est soit la mort, la prison ou l'exil. Si tu as la chance d'être en exil, ça c'est la chance. Malgré tout, c'est la chance. Sinon, les prisons ou bien la mort. Donc, mes parents m'avaient mis en garde, mais bon, je ne pouvais pas. Je me dis, ce n'est pas pour moi seul. C'était pour tout le monde, c'est pour le pays tout entier. Moi, quand je quitte, bien, on me tue. Disons, j'ai une famille derrière qui vont avoir de la peine.
parce qu'ils ne s'attendaient pas alors, peut-être que je parte de sitôt, aussi une réorganisation à faire. Donc c'est pour eux, disons les membres de la famille, que j'avais peur, pas pour moi. Moi, bon, je me considérais comme un petit sacrifice, comme mes prédécesseurs. Pour moi, rien n'était plus important que le bonheur de tout le monde. Moi seul, si je vis le bonheur, c'est que je ne vis pas. Mais si toutefois tout le monde est à l'aise, je suis à l'aise. Les menaces sont venues vers la fin, vers décembre, entre novembre et décembre 2019. Là, les menaces étaient vraiment fréquentes. On m'appelait, je recevais des messages anonymes. Le numéro, quand tu rappelles, ça passe pas. Donc, je recevais des messages de menaces. On disait que on connaît chez moi, ils viendront me tuer, moi et mes enfants. Ils connaissent mon adresse. Ils donnent même, par exemple, il y avait un qui avait donné le nom de ma femme, de mes enfants, qui connaissent là où je vis. Donc, de faire attention, sinon ils vont débarquer et exterminer toute ma famille. Il y en a qui insultaient mon ethnie. On parlait même de mon frère qui a l'abbé dont je vous ai parlé, qu'ils connaissent tout de moi. Si je ne fais pas attention, si je ne baisse pas le ton, ils viendront m'exterminer avec toute ma famille, m'insulter, sale peul. Vous savez, bon, au pays, depuis, je veux dire, le premier régime Sékou Touré, ils ont voulu montrer que les Malinqués sont supérieurs aux autres, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Tous les hauts postes de responsabilité étaient occupés par eux, les Malinqués. Donc, ils se sont mis en haut de tout le monde. Ils se disent supérieurs aux autres. Donc ça a continué comme ça jusqu'à la fin du régime de Sékou Touré. Après lui, il y a Lansana Conté qui est venu. Lui aussi, il a voulu mettre son ethnie Soussou au-dessus de tout le monde. Alors que c'est très difficile au pays de faire une différence parce qu'il y a les noms de famille qui se ressemblent. Il y a un Camara Malinké, il y a un Camara Soussou. Et le camarade Malinké, au temps de Sékou Touré, il se disait Malinké, parce que c'était Malinké qui était au pouvoir. Maintenant, un camarade aussi, parce que c'est Lansana Conté, c'est un Soussou, il se dit Soussou. Vous voyez ce que ça fait. Entre ces deux-là, c'est difficile de faire une différence. C'est juste les Peuls, les Diallo, les Ba, les So. Dès que tu parles le nom là, on sait que toi, tu es Peul. C'est ce qui fait la difficulté des Peuls. Et avec aussi l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, ça a amplifié le truc, le barrage ethnique. Donc, il y a eu une méfiance. Parce qu'il y a beaucoup de Peuls qui ont été tués lors de la première élection d'Alpha Condé dans la région de la Haute-Guinée, dans la région Manding. Et même à Conakry, la capitale, parce que l'armée est dirigée en grande majorité par les Malinqués. Donc, ce sont eux qui donnent les ordres. Il y a même un autre cadre qui est sorti dire que comme les Peuls, ils ont l'argent, ils ont l'économie du pays, ils sont très nombreux, ils sont très instruits, ils ne doivent pas avoir le pouvoir. Parce qu'ils maîtrisent l'économie du pays, ce sont eux, ils sont des intellectuels, donc ils ne doivent pas accéder au pouvoir. Et c'est resté comme ça. Aucune enquête, aucune poursuite judiciaire, ni rien. Des propos aussi graves que ça. Et maintenant, c'est récurrent, ces propos de ce genre. Maintenant, bon, ça a fait un petit repli identitaire. Parce que tu n'aimerais pas entendre
paroles de ce genre sur ton ethnie et les accepter. C'est très difficile. Si tu es conscient quand même, ça va te faire mal d'entendre des choses comme ça sur ton ethnie et laisser passer. Je ne restais pas dans le même endroit. Je ne passais pas la nuit au même endroit tous les soirs. Je pouvais venir ici, faire semblant par exemple d'aller dans tel côté, changer de véhicule ou bien prendre une moto, retourner là où j'ai quitté. Donc voilà, j'étais très méfiant quand même. Et voilà. Disons de novembre à décembre, c'était comme ça. Parce qu'entre-temps, ils avaient même attaqué chez ma soeur, toujours dans l'optique de me faire peur. Ils ont attaqué, même à la maison, ils sont allés défoncer la porte, mais heureusement, il n'y avait personne. Ils ont pris mon ordinateur, renversé tout, il y avait un peu d'argent. Dès qu'il y a une manifestation, je déplaçais la famille. Régulièrement, je passais les voir. C'est quand la dernière fois, on planifiait la manifestation du 20-22 décembre comme ça. On était parti à Ouanidara faire une réunion de sensibilisation, de mobilisation, donner les directives, distribuer les tracts, les pancartes, préparer la manifestation. Donc, à la fin, quand on a fini, je rentrais et j'étais suivi par un pick-up, un Land Cruiser qui n'avait pas de matricule. Ils m'ont suivi. Je me suis dit que ceux-là sont venus pour moi. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du témoignage d'Ibrahim. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de liker.